Il n'y a aucun Premier ministre ou président israélien en exercice qui a dit, dans le cadre d'un de ses mandats, je ou le gouvernement israélien doit reconnaître l'existence de l'État palestinien souverain et indépendant. Ce que j'ai retiré de ce processus de négociation et ce qui a été révélé par un certain nombre de documents et d'informations, c'est que ce processus de négociation, bien plus qu'une tentative de résolution du conflit israélo-palestinien, était avant tout une volonté de gestion du conflit dictée par les intérêts israéliens et de s'assurer surtout de mettre à mal et de combattre Hamas. Cette année 2008 ne s'est pas soldée sur la création d'un État palestinien, mais s'est soldée sur une opération militaire d'envergure à Gaza, avec une incursion militaire des Israéliens, qui a fait environ 2000 morts à l'époque. Donc ce qui avait été proposé à l'autorité palestinienne, c'était on fait en sorte de vous ramener, et donc quand je dis on, c'est les Américains, on fait en sorte de vous ramener à la table de négociation avec les Israéliens, en échange de quoi vous nous assurez de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse combattre les opposants au processus de paix, en premier lieu Hamas dans la bande de Gaza. Oui, c'est ça. Vous dénoncez le jeu des États-Unis qui ont incité Mahmoud Abbas à provoquer un conflit interne avec le Hamas via le plan B américain qui avait pour but de fomenter un coup d'État contre le gouvernement élu à Gaza. Alors oui, ça c'est une séquence historique qui est très intéressante, surtout pour comprendre les événements d'aujourd'hui, enfin la séquence 2023 avec le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui 2025 avec tous les massacres que l'on connaît dans la bande de Gaza. Mais si on oublie ce qui s'est passé à cette période-là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En 2006, vous avez des élections législatives qui sont organisées en Palestine occupée, à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, qui sont organisées sous l'égide de tout un tas d'organisations internationales, de l'ONU, les partenaires américains, élections validées par toutes les autorités internationales qu'on peut imaginer, toutes les ONG qui suivent en général ce genre de processus démocratique. Et surprise, c'est pas Fatah ou des factions à l'OLP qui sortent victorieuses des urnes, mais c'est Hamas. À l'époque, Mahmoud Abbas, qui était déjà président, se voit dans l'obligation de former un gouvernement d'union nationale. Alors pas un gouvernement entièrement Hamas, naturellement, parce qu'il savait bien que ce serait inacceptable par les Israéliens et les bailleurs de fonds américains et européens, mais un gouvernement avec à la tête Ismail Haniyeh, qui a été liquidé il y a 1 ou 2 ans par les Israéliens, donc dirigeant du Hamas, et des membres des différentes factions palestiniennes et du Hamas. Très rapidement, les Israéliens disent il n'est absolument pas possible qu'on tolère la présence de Hamas dans un gouvernement palestinien. Non pas que ce soit des fondamentalistes ou des religieux extrémistes qui soient inacceptables, mais essentiellement parce que, comme l'OLP ou le Fatah ou des mouvements d'extrême gauche palestiniens dans le passé, ils continuent de recourir, ou en tout cas de s'accorder le droit de recourir à la résistance armée dans le cadre de leur combat avec les Israéliens. Et donc le discours israélien, c'est de dire pour nous, ce n'est pas acceptable tant qu'Israël n'est pas reconnu, tant qu'il ne renonce pas à la violence armée, ou Hamas n'a pas droit au chapitre. L'oncle ou le parrain américain est appelé à la rescousse, avec, j'ai envie de dire, son laquais européen, qui font passer le même message à Mahmoud Abbas, qui leur disent si vous ne changez pas votre stratégie de gouvernance, si vous ne changez pas votre gouvernement, on vous coupe les fonds. Donc les 1,5 milliard de dollars offerts à l'autorité palestinienne annuellement, vous devrez vous résoudre à faire ça. Abou Mazen est donc en face d'un choix. Abou Mazen Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne, est mis face à un choix. Soit il continue sur sa ligne politique avec ce gouvernement unifié, donc il représente a priori tous les Palestiniens, soit il se soumet au diktat israélien, américain et européen. Il perd le Hamas et une partie de sa population,
mais au moins il pourra continuer à s'asseoir sur sa sécurité financière et le soutien de ses partenaires occidentaux. Il fait ce deuxième choix, et assez rapidement, naturellement, la situation s'envenime entre Fatah et Hamas. Tout ça dure 1 an, avec des tentatives aussi de réconciliation sous égide des Saoudiens à l'époque, qui arrivent à mettre en place un accord de réconciliation entre Fatah et Hamas, mais qui tourne court. Et au final, l'autorité palestinienne se résout à accepter un plan préparé par le département d'État américain qui viserait une reprise des pourparlers de négociations proposés à l'autorité palestinienne, à l'OLP, en échange du bon vouloir de l'autorité palestinienne pour soutenir leur lutte contre Hamas. Et cette lutte contre Hamas est assurée côté américain et côté aussi jordanien et égyptien en une certaine mesure, par biais de renforts sécuritaires, par biais de formation de forces de sécurité, par biais de soutien américain, soutien militaire, en plus du soutien financier que j'ai déjà mentionné. Le département américain offre à l'autorité palestinienne de s'approprier ce plan, c'est-à-dire le présenter comme étant un plan palestinien, ce qui s'est produit. Mais l'existence de ce plan fuite dans des médias arabes, notamment dans un média jordanien, et vient à la connaissance de Hamas dans la bande de Gaza, qui constate par ailleurs l'arrivée de convois dans la bande de Gaza contenant des munitions et des appareils militaires. S'ensuit des combats, des échanges de tirs, desquels Hamas sortira victorieux et expulsera les membres du Fatah de la bande de Gaza. Et donc cette scission entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, et entre l'OLP, autorité palestinienne, et Hamas date de cette période-là. Et le blocus renforcé de la bande de Gaza date de cette période-là, 2007, à partir du moment duquel on dit on ne peut pas opérer avec ce partenaire. Quand je dis on, c'est les Israéliens, les Américains, les Européens. On ne peut pas opérer avec ce partenaire qui est le Hamas. C'est une menace sécuritaire, et donc on met la population gazaoui sous blocus. Donc les gens oublient aujourd'hui que le Hamas, à un moment donné, était, ou en tout cas c'était le résultat des votes palestiniens, le représentant aurait dû, en tout cas, avoir aurait dû se voir donner la chance de participer à un gouvernement, ce qui lui a été refusé, ce qui est assez surprenant venant de partenaires qui se font très souvent qui font l'apologie des droits de l'homme, des mérites de la démocratie, de la tenue d'élections. Il y a une faute grave qui a été commise, qui est que on n'a pas respecté le résultat des urnes. Aujourd'hui, on est incapable de savoir quelle aurait été la réalité si, à l'époque, donc en 2006-2007, le gouvernement d'union nationale, si on lui avait donné sa chance de gouverner sur les territoires palestiniens. À la place de ça, on a préféré faire appel à un technocrate très qualifié par ailleurs de la Banque mondiale qui cochait toutes les cases au niveau des demandes des partenaires, des bailleurs de fonds internationaux. Et donc c'est Salem Fayyad à l'époque qui a pris la suite de ce gouvernement, mais qui encore une fois à partir de 2006-2007 n'avait vocation à administrer que la partie occupée de la Palestine qui se trouve en Cisjordanie. Alors, concernant la France, vous accusez la diplomatie française d'hypocrisie, notamment pour avoir laissé faire des entreprises comme Veolia ou Alstom dans la construction du tramway reliant Jérusalem aux colonies, violant le droit international. Oui, mais il y a tout un tas de parties privées qu'on a laissé opérer dans les territoires palestiniens, qui ont décroché des contrats, des appels d'offres émis par le gouvernement israélien pour construire sur des territoires qui n'appartiennent pas à Israël. Donc ce fameux tramway à Jérusalem-Est en est la meilleure
un des meilleurs exemples. Quand on en faisait mention au gouvernement français, leur position de défense était de dire tout ça, c'est pas le gouvernement, ce sont les acteurs privés, on ne peut rien faire. C'est pas des questions qu'on se pose quand on met dans des Airbus la moitié du CAC 40 pour aller tenter de décrocher des contrats en Chine, en Inde ou ailleurs. De toute évidence, il y a une capacité au niveau du gouvernement français de discuter avec les grosses sociétés françaises, que ce soit des sociétés de transport, ou de construction. J'estime que le minimum qu'une société française puisse faire à l'étranger, c'est de vendre ses produits, de délivrer ses services ou de construire sur des territoires qui appartiennent aux personnes ou gouvernements à qui on délivre ces services. Elles ne le font pas et c'est proprement scandaleux. Pour ce qui est de la diplomatie française, qu'elle soit exercée au niveau de la présidence ou au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y avait jusqu'à quelques années, en termes de déclaration, une ligne qui était à peu près identifiable, qui n'était pas suivie d'actions et de sanctions, qui était de dire, voilà, notre position sur le règlement du conflit israélo-palestinien, c'est deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, mais à aucun moment le gouvernement français et à aucun moment au niveau de l'Union européenne n'ont été prises des sanctions vis-à-vis des Israéliens quand ceux-ci se mettent en porte-à-faux de leurs obligations internationales, ce qui se fait de manière quotidienne. Et aujourd'hui, on est véritablement dans une situation où la diplomatie ou le droit international n'a plus droit au chapitre. Et la réalité, c'est que c'est la logique ou des logiques de force qui s'imposent sur le terrain, et que voilà, les Palestiniens doivent essayer de se retrouver et de composer dans une jungle régionale où il y a assez peu de gens, pour ne pas dire personne, pour tenter au moins d'assurer leur sécurité humaine. Vous parlez également du conflit entre les États-Unis et la France dans le processus de négociation. Oui, il y a toujours naturellement des phénomènes de concurrence avec des volontés de se positionner. Les Américains souhaitant avoir le monopole de la position de médiateur ou d'intermédiaire entre les Israéliens et les Palestiniens. Les Français tentant, en tant que puissance moyenne, en tant que membre du Conseil de sécurité avec un héritage diplomatique et historique fort, de trouver un moyen de s'immiscer dans ces négociations. En 2008, la France avait assumé pendant 6 mois la présidence de l'Union européenne, ce qui donnait à la France un levier supplémentaire, une légitimité supplémentaire, une capacité d'action qu'elle a tenté d'exercer avec assez peu de succès. Mais moi, effectivement, je suis trouvé dans une situation où j'avais à composer avec ces deux forces en présence et une OLP très largement quand même tributaire ou encline à préserver, à solidifier ce qu'elle pense être un partenariat, une relation de confiance avec les Américains, à tort à mon avis, mais c'est comme ça qu'elle envisage les choses, et à traiter les Français avec un petit peu un poil de condescendance, et en tout cas pas comme étant un partenaire premier. Mais bon, il y a eu des tentatives de la France de se positionner, notamment en fin de cycle de négociation, à un moment où il était avéré que les Américains, pour des raisons politiques, allaient devoir se désengager, et à un moment où la partie israélienne n'allait plus pouvoir continuer à se rendre disponible pour des raisons qui ont trait à des poursuites judiciaires dont était sujet le Premier ministre d'alors, Ehud Olmert. Qu'est-ce qui était jouable en 2008 ? Qu'est-ce qui aurait pu se produire ? Et est-ce que vous pensez que Israël, que les Américains pensaient une solution à 2 États ou pas ? Ou pensez que c'était juste ce que vous disiez tout à l'heure ? Je pense côté palestinien, il y avait 2 choses. Je pense qu'il y avait, je ne sais pas dans quelle mesure on y croyait fermement, mais il y avait en tout cas une chance, ou une nouvelle chance, qui n'avait plus cours depuis un certain nombre d'années, d'essayer d'aboutir à un État palestinien. Et il y a un traumatisme aussi qui est important de mentionner, qui est que à la suite des derniers pourparlers qui dataient d'Oslo 2001, il y a eu une nouvelle intifada de 2002 qui a été beaucoup plus violente et armée, celle-là, qui a causé la mort de milliers de Palestiniens à l'époque.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti sur place, notamment auprès de Saeb Erekat, auprès de Mahmoud Abbas, cette volonté de s'assurer que, même si l'objectif de la création de l'État palestinien n'était pas atteint, de s'assurer qu'il n'y ait pas un effondrement du processus de paix pour ne pas se retrouver dans une situation de sursaut de la population avec un soulèvement dont les Palestiniens allaient devenir victimes, encore une fois, parce que l'inégalité des forces est telle que dès qu'il y a un sursaut côté palestinien qui tend à recouvrer sa liberté, recouvrer ses droits, il est réprimé avec une grande violence et le coût humain souffert côté palestinien est exponentiel par rapport à ce qui est souffert côté israélien. Je pense qu'il y a une chance qui a été identifiée côté palestinien, aux côtés de l'OLP, qu'ils ont voulu saisir. Est-ce qu'ils y croyaient fondamentalement? Je ne sais pas. Ils ont voulu tenter cette chance et en sous-jacent, il y avait le combat ou la lutte contre le Hamas et cette idée que si on arrive à une solution politique, si on arrive à enregistrer un succès au niveau de notre population sur le terrain politique et diplomatique, on pourra arriver à gagner la mise et à passer outre la menace du Hamas. Et ça, ils ont trouvé à l'époque des partenaires pour jouer ce jeu, au niveau du gouvernement israélien, au niveau des Américains et au niveau des Européens. Côté israélien, il y a toujours, pour tout gouvernement et Premier ministre, à un moment donné ou à un autre, plus souvent en fin de mandat, ou quand on sait que sa fin est proche, de se dire, bon, quitte à partir, autant d'essayer de partir sur un succès diplomatique ou avec brio. Donc, il y a eu souvent, si on regarde l'histoire israélienne, des tentatives de relancer ces processus de paix à ces moments-là des mandats des premiers ministres. Et même quand il n'y a pas eu véritablement d'avancée critique sur le terrain des négociations, et c'est ce qu'on a vu en 2017, une volonté vis-à-vis de l'opinion de montrer, de dire, voilà, moi, Ehud Olmert, ou moi, on peut prendre le nom d'autres premiers ministres, ou moi, Ehud Barak, voilà, moi j'ai fait les efforts et j'étais prêt à accepter ça. Et on n'y est pas arrivé parce que les Palestiniens étaient jusque-boutistes, parce que les Palestiniens étaient faibles, parce que les Palestiniens étaient divisés. Donc, bon, mon impression, c'est quand même assez largement une impression ou le fait que j'ai assisté à un jeu de dupes. Je pense pas fondamentalement qu'en 2008, la possibilité d'un accord ait été réelle, surtout s'il s'apprécie du point de vue de sa mise en musique, c'est-à-dire de son exécution sur une durée qui doit être longue. Je pense que ça, c'était hors d'atteinte en 2008. Et je pense que ça, en fait, ça a toujours été hors d'atteinte pour les Palestiniens si on regarde l'histoire contemporaine. Comme je le disais plus tôt, il n'y a aucun Premier ministre ou président israélien en exercice qui a dit, dans le cadre d'un de ses mandats, ou le gouvernement israélien doit reconnaître l'existence de l'État palestinien souverain et indépendant dans les frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale. Je ne parle même pas du droit des réfugiés. Même ça, personne n'a été capable de le reconnaître ou de faire cette annonce publiquement dans le cadre de l'exercice d'un mandat politique. Et la situation du terrain, il suffit de regarder une carte de la Palestine occupée, la situation du terrain fait que c'est impossible aujourd'hui de voir émerger un État palestinien souverain, parce que le territoire est totalement grignoté, parce que vous avez 700 000 colons en Cisjordanie, et que pour un gouvernement israélien, même si vous tentez de redessiner les frontières orientales avec la frontière orientale avec la Palestine, en convainquant les Palestiniens d'intégrer les blocs de colonies côté israélien, il restera des centaines de milliers de colons israéliens en Palestine. Qu'est-ce qu'on en fait? On les transfère de force côté israélien, on les laisse en Palestine, au sein d'une population autochtone qui naturellement ne veut pas les voir chez eux. Quand Ariel Sharon a retiré 5000 colons à Gaza,
ça s'est fait, enfin le coût politique et médiatique a été extrêmement fort. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va arriver à régler un tel problème pour une population de 700 000 ou un peu moins si des blocs de colonies seraient intégrés à Israël? Comment est-ce qu'on peut espérer gérer cette réalité qui est une réalité d'occupation? Quelles sont les conséquences du 7 octobre 2023 et de la répression israélienne sur la question palestinienne? D'un point de vue palestinien, d'abord il y a le coût humain qui est extrême et qui est tragique. On parle de plus de 50 000 vies humaines perdues, plus de probablement 120 130 000 blessés graves. Quand on parle de blessés graves, ça veut dire des amputations, ça veut dire des personnes et des enfants notamment traumatisés à vie de fait de bombardements incessants qui se poursuivent au quotidien depuis 2 ans, pour une population alors j'ai pas les statistiques pour Gaza, mais la population palestinienne qui vit en Palestine, pour un tiers, c'est des gens qui ont moins de 15 ans. Donc c'est des personnes qui vont devoir se grandir et se développer dans le deuil d'un parent mort, d'une sœur morte, de toute une fratrie disparue. Je ne sais pas comment on va arriver pour faire en sorte qu'à l'échelon d'une génération, 2 générations, 3 générations, le drame qui est vécu actuellement ne se matérialise pas dans la création de futurs combattants ou de personnes qui vont vouloir venger père, mère, frère, sœur. Donc ça, c'est le drame et la question qui se pose, sachant que c'est toujours pas fini. Qui va prendre en charge et qui va arriver à résoudre si c'est possible? Je pense pas que ce choix, ce drame humain. Et la manière dont il va impacter chaque Palestinien et le devenir de la Palestine en tant que peuple. Ça, c'est la première question. La deuxième question, où ces personnes-là vont-elles faire leur vie? Sachant que toutes les infrastructures, tous les moyens de subsistance locaux, j'ai envie de vous dire, ont été détruits. Et tout a été fait, de toute évidence, pour qu'ils ne retournent pas dans la bande de Gaza. Donc il y a un déplacement de population qui s'opère. Est-ce que ça va être un déplacement de population qui va rester dans la bande de Gaza? Autrement dit, les Israéliens vont grignoter encore plus de territoire pour créer une nouvelle zone de tampon, disons, pour tenter d'assurer ce qu'ils estiment être un peu une meilleure sécurité de leur point de vue, et congestionner encore ou rétrécir encore la prison palestinienne ou le camp de concentration palestinien. Est-ce que la frontière avec l'Égypte tiendra? Ça a l'air d'être le cas. Est-ce que les Israéliens, les Américains, d'autres partenaires convaincront des partenaires arabes ou autres de prendre des populations palestiniennes? Je ne sais pas. C'est une question. Donc la principale conséquence doit s'apprécier d'abord en termes humains, parce que pour contenir, pour développer un présent, un futur, un devenir en tant que peuple, il faut être en présence d'une population qui puisse d'abord subvenir à ses besoins, faire le pari de la vie. Je pense que c'est un vrai... Il faut donner à Gaza, aux Palestiniens, l'envie de vivre, ou en tout cas les moyens de se raccrocher à quelque chose de leur vivant. De toute évidence, c'est plus le cas dans la bande de Gaza. Et on ne peut pas faire le reproche à des personnes de choisir la mort ou une vie dans l'au-delà quand on leur offre rien de leur vivant. Donc ça, c'est la première conséquence, et la question très dure à laquelle il va falloir s'atteler. Et ça ne sera pas résolu seulement par l'injection de centaines de millions ou de milliards de dollars. Malheureusement, j'ai peur que le monde, dans son évolution actuelle, ne soit pas en mesure de tenter de résorber, ou en tout cas de tenter d'assister la population de Gaza dans son présent et son futur. Après, d'un point de vue politique, il y a la question de la fragmentation palestinienne qui sera, au sortir de ce conflit, encore plus grande qu'elle ne l'a déjà été. Il y a un émiettement évident de la population et donc un émiettement et une perte de sens politique. Ça fait des années que les Palestiniens, en tout cas les personnes impliquées politiquement, essayent
de réactiver l'OLP en tant qu'organisme de représentation valide, de réactiver les différentes institutions de représentation de la Palestine, sans succès. Un des problèmes, on l'a déjà été évoqué, est que pour arriver à faire ça, il faut aussi avoir des soutiens internationaux. Mais c'est une région qui est totalement où les Palestiniens, comme d'autres peuples d'ailleurs proche-orientaux, sont sous influence, qui peut être américaine, israélienne, iranienne ou autre. Mais tant que vous n'avez pas tout le monde qui œuvre dans un sens, vous ne pouvez pas avancer de manière droite et unifiée. Après, dans ce contexte ou ce constat macabre, à mon sens, la seule petite lueur d'espoir, c'est que la cause palestinienne est encore vivante et que, alors qu'elle était très largement marginalisée depuis un certain nombre d'années, les événements récents l'ont remis sur le devant de la scène, pour ne pas dire sur les écrans de société civile un peu partout dans le monde. Et vous avez beaucoup de gens qui se l'approprient, notamment des gens qui sont issus d'un passé ou qui ont un patrimoine familial ou personnel qui implique une descendance de colonisés, donc ils connaissent parce qu'ils sont d'origine indienne, pakistanaise, algérienne, de différents pays asiatiques ou africains qui ont connu la colonisation, qui arrivent à concevoir, sans parler de l'Afrique du Sud naturellement, qui arrivent à concevoir le drame, le malheur et les souffrances palestiniennes, et qui sont prêts à se positionner en soutien. Ce qui fondamentalement est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir une communauté d'arriver à développer une communauté d'émotion et d'intelligence, mais la question c'est dans quelle mesure vous transformez ce changement ou ces soutiens en capacité d'action qui peuvent engendrer une évolution sur le terrain. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions contre le gouvernement israélien, on n'avancera pas. C'est-à-dire tant que l'Union européenne, que les gouvernements européens n'envisagent pas, comme l'ont fait deux gouvernements, ou comme le font deux gouvernements européens qui sont un petit peu l'honneur, qui sont l'Irlande et l'Espagne, tant qu'on ne dit pas aux Israéliens que on ne les soutient pas s'ils ne respectent pas leurs obligations internationales, on n'arrivera pas à influer sur leur ligne de conduite. Donc il faut que d'autres États prennent suite, il faut que la société civile continue à s'organiser, il faut que la France et que tous les États qui sont signataires du statut de la Cour pénale internationale respectent les décisions de justice, et quand un mandat d'arrêt international est pris contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres dignitaires du gouvernement israélien, eh bien qu'on respecte et on donne suite à ces obligations, qu'on ne laisse pas des avions israéliens survoler l'espace aérien français. C'est proprement inacceptable. Et au-delà de la question palestinienne, c'est une perte de crédibilité et de prestige incroyable pour la France au niveau international, vis-à-vis de tout un tas de partenaires historiques qui, historiquement, se souviennent de la France d'une époque où elle avait une politique de balance ou d'équilibre entre la puissance américaine, la puissance soviétique et les États qu'on a connus comme non alignés ou les États du tiers-monde. La ligne actuelle du gouvernement français est totalement incompréhensible et néfaste pour les Israéliens, pour les Palestiniens. On a vécu depuis le 7 octobre un bouleversement en termes diplomatiques et en termes de ligne de conduite au niveau politique qui est assez invraisemblable. L'émotion naturellement a joué, mais on attend plus de responsables politiques que de jouer le jeu de l'émotion, surtout quand il y a des massacres dans les deux sens, qu'il peut y en avoir dans les deux sens, et quand l'actualité d'un jour balaye l'actualité de la veille, et surtout dans un conflit qui n'a pas commencé, comme tout le monde le sait, le 7 octobre 2023, mais qui met maintenant vieux de au moins un siècle. Comment ça se fait que des pays comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou autres, en fait, n'arrivent pas à peser sur justement la condition de la cause palestinienne? Alors il y a
D'abord, chacun dans cette partie du monde est conscient des lignes rouges qu'il ne peut pas franchir. Un certain nombre des États que vous citez dépendent des États-Unis d'Amérique, voire des Britanniques, voire dans une moindre mesure des Européens, pour ce qui est de leur sécurité militaire. Bénéficient pour certains d'entre eux aussi de soutien financier. Et donc, il y a un certain nombre de lignes rouges à ne pas franchir. Certains dirigeants arabes, dictateurs arabes ont franchi ces lignes rouges dans le passé, pour de mauvaises ou de bonnes raisons, quelquefois par opportunisme politique. Mais ces dirigeants ont souvent été liquidés. Donc pour un certain nombre de dirigeants, c'est une question de survie politique, voire de survie humaine, d'adopter une ligne qui, si elle n'est pas totalement alignée avec la ligne des Israéliens ou des Américains, en tout cas, n'est pas en forte dissonance avec leur ligne diplomatique ou leurs intérêts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la position d'une bonne partie des États arabes maintenant vis-à-vis de l'islam politique. Une bonne partie des États que vous avez cités, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie, les Émirats arabes unis, voient l'islam politique comme une menace. Donc, même si ils ne diront jamais ou ne crieront jamais sur les toits que combattre et tenter de liquider le Hamas et le faire à un prix très très fort pour la population civile est quelque chose qu'il faut faire, la réalité, c'est que les Israéliens font, de leur point de vue, ou en tout cas du point de vue des dirigeants, je ne parle pas des peuples, je parle des dirigeants d'une bonne partie de ces États, font le ménage pour l'Égypte, les Jordaniens, l'Arabie, les Émirats arabes unis, qui, encore une fois, voient l'islam politique comme une menace, ont vécu cela sur leur sol propre. Et voilà, pour les gens qui connaissent l'Égypte ou la Jordanie, enfin, c'est quelque chose de très très présent. C'est des États qui sont portés par l'aide internationale, l'aide américaine, mais pas seulement. C'est des États sécuritaires dans lesquels les mouvements dissidents islamistes sont dans les prisons, voire en exil. Donc il y a une convergence d'intérêts à ce niveau-là. Et par ailleurs, c'est peut-être le troisième point que je voudrais faire, c'est que compte tenu de ces deux éléments que je viens de mentionner, c'est-à-dire ne pas franchir les lignes rouges par rapport à ce qui est acceptable du point de vue israélien, qui, comme on le sait historiquement, quand ils pensent que c'est dans leur intérêt liquide des personnes, des personnalités politiques. Enfin, les Palestiniens, dans leur histoire, ont vécu ça pendant des décennies, et ça s'est également produit vis-à-vis de personnalités non palestiniennes, mais personnalités proches de la cause palestinienne, aux dirigeants arabes qui sont très proches de la cause palestinienne. La question de l'islam politique et du positionnement de certains gouvernements arabes par rapport à ça. Le troisième point, c'est que on est arrivé à un stade où ce conflit ayant perduré depuis des décennies, il y a une forme de système qui s'est mis en place. Et les Arabes, ou en tout cas les États arabes du Golfe et l'Arabie, sont prêts à mettre la main à la poche pour reconstruire, parce que sentiment de proximité par rapport aux Palestiniens, obligation aussi pour certains religieuses de soutien via la zakat par rapport aux Palestiniens, mais ça se fait via le don, via l'aumône, via la charité, pas au-delà. Et donc il y a un système qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que on verra notamment ce qui se passera à l'issue de ce conflit, mais tout est rasé. Il est possible qu'on trouve de nouveaux bailleurs de fonds, et il est très vraisemblable que ces bailleurs de fonds viendront du monde arabe. Mais leur contribution s'arrêtera à mettre l'argent pour reconstruire. Ce sera détruit vraisemblablement encore à un autre moment, mais on reconstruira. Et ce système s'auto-entretiendra, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais, mais j'ai l'impression que là, c'est plutôt exproprier
des Palestiniens de Gaza, de les mettre autre part. Oui, sauf que pour les exproprier, il faut que soit qu'il y ait une frontière qui cède, et là c'est la frontière égyptienne, et pour le moment elle tient bon, soit convaincre d'autres États de prendre des réfugiés palestiniens. Ce qui historiquement est quelque chose qui s'est vu, hein, où vous voyez occasionnellement certains pays offrir que quelques milliers de Palestiniens viennent s'installer chez eux, etc. Mais est-ce que les partis qui seront demain impliqués sur, alors j'ai même pas envie de parler de résolution, mais sur l'avenir de Gaza, accepteront de prendre eux-mêmes en charge des populations décimées, fragilisées, voire radicalisées pour certaines d'entre elles dans leur propre pays, ou convaincre d'autres pays de le faire? Je suis pas sûr. Vous avez quand même fait le tour assez rapidement. Il y a d'autres pays arabes, mais historiquement, la cause palestinienne et la résistance palestinienne a été un phénomène ou une cause de déstabilisation des pays arabes. C'est ce qui s'est passé en Jordanie avec Septembre Noir, c'est ce qui s'est passé au Liban jusqu'à ce que les forces palestiniennes de Yasser Arafat soient mis dehors en 82. Ils sont allés ensuite en Tunisie. Est-ce que vous trouverez d'autres États arabes qui accepteront de large nombre de réfugiés de Gaza? Je suis pas sûr. Est-ce que l'Europe, est-ce que vous voyez l'Europe accepter de prendre en charge des dizaines de milliers de ressortissants de Palestiniens? Alors il y en a qui en arrivent au compte-gouttes, très tardivement, mais compte tenu du climat politique actuel, voire de questions de sécurité qu'on a pu voir émerger dans certains pays européens, je ne vois pas quelle politique en Europe qui pourrait accepter ou prendre le pari de prendre en charge une partie des populations palestiniennes de Gaza, comme a pu le faire Angela Merkel à l'époque, il y a un certain nombre d'années maintenant, vis-à-vis des Syriens chassés de Syrie. Je vous remercie, Ziad Clos. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Il n'y aura pas d'État palestinien » aux éditions Max Mello.